Le 9 mai 2015, sous les caméras du monde entier, quelque chose se fissure au cœur même du récit militaire russe et personne ne comprend encore que cette image va poursuivre l'Armata pendant des années comme une ombre impossible à effacer. Sur les pavés de Moscou, lors de la répétition générale du défilé, le char censé incarner l'avenir absolu de la guerre blindée s'arrête net, immobile, silencieux, observé par des millions de regards, alors que toute la mise en scène devait prouver une domination technologique totale. Ce jour-là, la Place Rouge n'est pas seulement un lieu de célébration, elle devient une scène mondiale. Les télévisions diffusent en direct le défilé organisé pour le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne, et l'attente est immense, car depuis des mois, Moscou alimente le mystère autour d'un projet présenté comme révolutionnaire. Les analystes militaires occidentaux parlent d'un char en avance de 20 ans sur tout ce qui existe. Les fuites évoquent une rupture complète avec la tradition soviétique. Et les généraux russes promettent un choc stratégique. Le T-14 Armata doit être la pièce maîtresse de ce récit, la preuve que la Russie est de retour au sommet. Puis survient l'incident. Sur une artère menant à la Place Rouge, un Armata s'immobilise brutalement. Pendant de longues minutes, il reste là, figé, alors que les autres véhicules attendent derrière lui. Les images font le tour du monde en quelques heures. Les commentaires explosent, les experts se moquent. Le symbole est terrible. Officiellement, Moscou affirme que le char n'est pas tombé en panne, qu'un conducteur inexpérimenté a simplement enclenché un frein d'urgence. Mais le mal est fait. L'idée d'un char invincible vient de se fissurer avant même son entrée en service. Pour comprendre pourquoi ce moment pèse encore sur le destin du T-14 Armata, il faut remonter bien avant ce défilé. L'histoire commence dans les années 90, à une époque où l'armée russe repose encore sur des T-72 et des T-80 hérités de la guerre froide. Face aux progrès technologiques occidentaux, les ingénieurs russes lancent un projet ambitieux destiné à reprendre l'avantage. Ce programme, connu plus tard sous le nom de T-95, doit introduire un nouveau moteur, une puissance de feu accrue et une protection renforcée. Pendant près de 15 ans, des sommes colossales sont englouties dans son développement. Mais en 2010, le verdict tombe. Le projet est abandonné. Trop complexe, trop cher, trop instable techniquement. Pourtant, rien n'est réellement perdu. Le ministère de la Défense décide de recycler les idées, les solutions et les concepts dans un programme entièrement nouveau. Ce programme devient l'Armata. Et cette fois, la pression politique est immense. Le Kremlin exige un prototype prêt pour une présentation publique en 2015. 5 années seulement pour concevoir un char de nouvelle génération à partir de zéro. La tâche est confiée à Ural-Vagonzavod, à Nijni Tagil, la plus grande usine de chars au monde, celle qui avait produit des dizaines de milliers de T-34 pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif n'est plus seulement militaire, il est symbolique. L'Armata doit devenir un outil de prestige, une vitrine technologique destinée autant aux adversaires qu'à l'opinion publique russe. C'est à ce moment qu'une décision radicale est prise, celle qui va distinguer l'Armata de tous les chars russes précédents. La tourelle sera entièrement inhabitée. Pour la première fois dans un char de série, aucun membre d'équipage ne se trouvera à proximité directe du canon. Les 3 hommes sont installés dans une capsule blindée à l'avant du châssis, protégée par la partie la plus épaisse du blindage. Cette idée n'est pas totalement nouvelle, car les États-Unis avaient expérimenté des concepts similaires dans les années 80, mais jamais aucun pays n'avait osé les produire en série. Cette décision entraîne une cascade de défis techniques. Tout doit être repensé. La vision du champ de bataille repose uniquement sur des caméras et des capteurs électroniques. Les viseurs optiques traditionnels disparaissent. Le chef de char, le tireur et le conducteur font face à des écrans numériques censés leur offrir une conscience situationnelle supérieure à celle des chars classiques. En théorie, le commandant peut détecter une cible pendant que le tireur en engage une autre, une capacité déjà présente sur les chars occidentaux, mais ici entièrement dépendante de l'électronique. Très vite, les critiques apparaissent. Que se passe-t-il si les caméras sont endommagées, couvertes de boue ou brouillées par des contre-mesures électroniques? Contrairement à une tourelle classique, l'équipage ne peut pas ouvrir une trappe et observer directement le terrain. La survie du char dépend alors de systèmes numériques dont la fiabilité reste inconnue.
L'Armata devait pourtant marquer une rupture avec la philosophie soviétique traditionnelle, où la production massive primait sur le confort et la sécurité de l'équipage. Pendant des décennies, les chars russes étaient compacts, étroits et éprouvants, conçus pour des équipages de petite taille, tolérant des pertes humaines élevées. L'Armata promet autre chose, une capsule climatisée, une ergonomie moderne, un environnement présenté comme comparable aux standards occidentaux. Mais derrière les images promotionnelles, un problème fondamental apparaît rapidement. La Russie dépend largement de composants électroniques étrangers. Les systèmes de vision thermique proviennent de France. Des éléments de précision sont importés d'Allemagne et d'autres pays européens. Lorsque les sanctions tombent après l'annexion de la Crimée, la chaîne d'approvisionnement se fragilise. Les ingénieurs doivent remplacer ces composants par des équivalents nationaux, souvent moins performants. Ainsi, dès ses premières apparitions publiques, l'Armata n'est plus seulement un char, mais une promesse fragile, coincée entre ambitions politiques, contraintes industrielles et réalités technologiques. Et tandis que le monde retient l'image d'un blindé immobilisé sur une avenue moscovite, une question commence à s'imposer, discrète mais persistante. Si ce char est réellement aussi révolutionnaire, pourquoi reste-t-il absent des champs de bataille? Lorsque l'Armata quitte le terrain du symbole pour entrer dans celui des chiffres et des performances, le discours change brutalement de ton, car ce char n'est plus seulement un objet de prestige, mais une machine qui doit prouver sa supériorité face aux modèles occidentaux les plus avancés. Au cœur de cette promesse se trouve son armement principal, un canon conçu pour redéfinir l'équilibre des forces blindées et inquiéter sérieusement les états-majors européens. Le T-14 est équipé du canon 2A82-1M, une pièce entièrement nouvelle par rapport aux générations précédentes de chars russes. Sa longueur accrue permet une vitesse initiale nettement plus élevée, ce qui réduit le temps de vol des projectiles et augmente les chances de toucher une cible mobile. Sur le papier, cette arme place l'Armata au-dessus des léopards allemands et même de l'Abrams américain. Les ingénieurs russes affirment que ce canon est capable de tirer des munitions d'un type inédit, doté de pénétrateurs exceptionnellement longs, conçus pour traverser les blindages les plus épais à plusieurs kilomètres de distance. Parmi ces munitions, un projectile attire particulièrement l'attention des analystes occidentaux. Il s'agit d'un obus sous-calibré, doté d'un pénétrateur dépassant largement la longueur des standards utilisés par les armées de l'OTAN. Selon les données communiquées par Moscou, cette munition pourrait perforer 1 mètre d'acier homogène à une distance de 2 km. Une telle capacité, si elle était confirmée en conditions réelles, remettrait en cause la protection frontale de presque tous les chars modernes. Mais une arme n'est jamais plus efficace que les systèmes qui lui permettent de voir, de mesurer et de corriger le tir. Et c'est précisément ici que le doute s'installe. Les dispositifs de visée du T-14, bien que modernes en apparence, offrent un grossissement inférieur à celui de certains concurrents occidentaux. En pratique, cela signifie que l'Armata peut identifier clairement une cible à une distance plus courte que l'Abrams ou le Léopard, réduisant ainsi l'avantage théorique de sa puissance de feu. Le canon peut être redoutable, mais sans une observation fiable à longue portée, il perd une partie de son efficacité. Pour compenser, les concepteurs ont intégré la capacité de tirer des missiles anti-chars guidés directement par le canon. Ces projectiles, capables de parcourir plusieurs kilomètres en suivant un faisceau laser, permettent théoriquement d'engager des cibles hors de portée des obus classiques. Cependant, cette solution reste dépendante des capteurs et du télémètre laser, dont la portée réelle limite l'utilisation de ces missiles dans des conditions de combat complexes. La protection de l'Armata repose sur une approche radicalement différente de celle des anciens chars russes. Au lieu de compter uniquement sur un blindage passif épais, le T-14 combine plusieurs couches défensives destinées à neutraliser la menace avant même l'impact. La plus spectaculaire est le système de protection active baptisé Afghanit. Son rôle consiste à détecter les projectiles ennemis grâce à un radar, puis à les intercepter en vol à l'aide de charges explosives dirigées. Les autorités russes affirment que ce système serait capable d'arrêter non seulement des missiles anti-chars, mais également des projectiles à énergie cinétique, une capacité que peu de spécialistes jugent réaliste. Intercepter un obus voyageant à une vitesse supersonique exige une précision extrême et une électronique d'une fiabilité absolue. Or, aucun test indépendant n'est jamais venu confirmer ces affirmations. Pour les observateurs étrangers,
Afghanit représente soit une avancée majeure, soit une promesse exagérée destinée à impressionner. À cette défense active s'ajoute un nouveau type de blindage réactif, conçu pour perturber la pénétration des charges creuses modernes. Ce blindage recouvre les zones les plus exposées du char et complète une structure en acier allégé censée offrir une protection équivalente à celle des chars plus lourds. Malgré cette sophistication, certains points faibles subsistent, notamment sur les parties supérieures du véhicule, de plus en plus ciblées par les armes modernes attaquant depuis le haut. La mobilité de l'Armata devait être l'un de ses atouts majeurs. Son moteur développe une puissance impressionnante, offrant au char une vitesse supérieure à celle de nombreux concurrents. Associé à une transmission automatique et à une suspension partiellement active, il promet une manœuvrabilité exceptionnelle, même sur terrain difficile. Mais cette modernité a un prix. Les rapports issus des essais internes évoquent une mécanique capricieuse, sensible à la chaleur et exigeante en maintenance. Contrairement aux anciens moteurs russes réputés rustiques, cette nouvelle unité nécessite des techniciens hautement qualifiés et un entretien constant. Peu à peu, un paradoxe se dessine. Plus l'Armata est avancé technologiquement, plus il devient fragile sur le plan logistique et industriel. Chaque innovation ajoute une dépendance supplémentaire à des composants complexes, coûteux et difficiles à produire en série. Et tandis que les brochures officielles décrivent un char capable de surpasser tous ses rivaux, la réalité semble indiquer une machine encore prisonnière de ses propres ambitions. Ainsi, derrière la façade d'un blindé révolutionnaire, se cache un système dont chaque force potentielle s'accompagne d'une vulnérabilité équivalente. L'Armata apparaît alors non pas comme une arme prête à être engagée massivement, mais comme un concentré de technologie encore en quête de maturité, ce qui explique pourquoi il reste absent là où les combats font réellement la différence. Lorsque le projet Armata quitte définitivement les bancs d'essai pour entrer dans la réalité industrielle, un autre combat commence, bien plus discret mais tout aussi décisif, celui de la production en série. À ce stade, le char n'est plus jugé uniquement sur ses performances militaires, mais sur sa capacité à être fabriqué en nombre, livré à temps et maintenu opérationnel. Des critères qui vont rapidement révéler les failles les plus profondes du programme. Au moment de sa présentation publique, les autorités russes annoncent des objectifs spectaculaires. Plusieurs milliers d'exemplaires doivent être produits en quelques années afin de remplacer l'essentiel des chars de première ligne. Le message est clair. L'Armata ne doit pas rester une curiosité technologique, mais devenir l'épine dorsale des forces blindées russes. Les chiffres avancés impressionnent les observateurs étrangers et alimentent l'inquiétude au sein des états-majors européens. Cependant, derrière ces annonces, la réalité industrielle est bien moins glorieuse. Chaque Armata coûte bien plus cher que les modèles qu'il est censé remplacer. Les estimations initiales, volontairement optimistes, sont rapidement dépassées. Les coûts de développement explosent. Les composants sophistiqués se révèlent difficiles à produire localement et l'usine d'Ural Vagonzavod peine à mettre en place une chaîne de montage stable. Contrairement aux anciens chars soviétiques, conçus pour être assemblés rapidement et en grande quantité, l'Armata exige une précision et un contrôle qualité beaucoup plus stricts. À ces difficultés s'ajoute un problème structurel qui gangrène l'ensemble de l'industrie de défense russe depuis des décennies. La corruption. Les fonds alloués au programme se diluent à travers un réseau complexe de sous-traitants, de contrats opaques et de détournements. Des enquêtes judiciaires révèlent que des sommes considérables disparaissent avant même d'atteindre les ateliers. Ce phénomène ralentit la production, dégrade la qualité des pièces et alimente une méfiance croissante au sein même de l'armée. Dans le même temps, les sanctions internationales frappent de plein fouet les ambitions du programme. L'accès aux composants électroniques avancés devient extrêmement limité. Les alternatives nationales existent, mais elles affichent des performances inférieures et une fiabilité incertaine. Chaque substitution impose des modifications, des recalibrages et de nouveaux tests, retardant encore davantage le calendrier. Ce qui devait être un char du futur se retrouve piégé dans une course contre le temps qu'il est en train de perdre. Face à ces obstacles, le discours officiel évolue. Les promesses de production massive sont progressivement remplacées par des déclarations plus prudentes. Le ministère de la Défense affirme qu'il n'est pas urgent de déployer l'Armata à grande échelle, soulignant que les chars modernisés existants remplissent encore leur rôle. Cette justification masque mal un constat inquiétant.
Produire l'Armata en grand nombre dépasse désormais les capacités financières et industrielles disponibles. Dans les unités blindées, le scepticisme grandit. Les officiers s'interrogent sur l'intérêt d'introduire un char complexe, coûteux et encore instable, alors que les équipages maîtrisent parfaitement des modèles plus anciens, plus simples à réparer sur le terrain. La logistique devient un argument central. Chaque armata nécessite une chaîne de maintenance spécifique, des pièces rares et des techniciens spécialisés, un luxe difficile à justifier en situation de conflit prolongé. Peu à peu, le T-14 glisse vers un statut ambigu. Il n'est ni abandonné, ni pleinement adopté. Il circule lors d'exercices, apparaît lors de démonstrations soigneusement contrôlées, mais reste absent des déploiements à grande échelle. Cette situation nourrit les interrogations des observateurs étrangers, qui peinent à comprendre pourquoi un char présenté comme révolutionnaire reste cantonné à un rôle quasi expérimental. L'Armata devient ainsi le symbole d'un dilemme stratégique. D'un côté, il incarne une vision moderne de la guerre blindée, alignée sur les tendances technologiques les plus avancées. De l'autre, il représente un fardeau financier et industriel dans un contexte économique contraint. Ce décalage entre ambition et réalité explique en grande partie pourquoi le char reste enfermé dans les hangars, loin des champs de bataille où il était censé faire la différence. Et tandis que les lignes de production tournent au ralenti, une autre question commence à émerger, plus délicate encore. Si l'Armata n'est pas déployé massivement, est-il au moins testé dans des conditions réelles de combat, loin des caméras et des défilés ? À mesure que le T-14 Armata reste absent des engagements visibles, une rumeur persistante commence à circuler dans les cercles militaires et diplomatiques. Loin des caméras européennes, loin des frontières surveillées par l'OTAN, le char aurait été envoyé vers un terrain bien particulier, choisi précisément pour sa distance avec l'opinion publique occidentale et pour la liberté d'action qu'il offrait à Moscou. Ce terrain porte un nom lourd de sens stratégique, la Syrie. À partir de la fin des années 2010, les autorités russes multiplient les déclarations ambiguës. Elles évoquent des essais en conditions réelles, parlent d'évaluations opérationnelles, sans jamais confirmer clairement l'engagement direct du T-14. Cette ambiguïté n'est pas accidentelle. Elle permet d'alimenter le mythe sans assumer le moindre risque médiatique. Pour les analystes occidentaux, le message est clair. Si l'Armata est bien présent en Syrie, il n'est pas là pour combattre, mais pour observer, mesurer, enregistrer et disparaître. La Syrie offre un environnement unique pour ce type de test. Chaleur extrême, poussière omniprésente, terrain varié, usage massif de drones et de missiles portables. Tout ce que les ingénieurs russes ne peuvent pas totalement reproduire sur leurs polygones nationaux. Tester un char dans ces conditions permet de vérifier la résistance des capteurs, la fiabilité du moteur, l'endurance des systèmes électroniques et la capacité de l'équipage à opérer sur de longues périodes sans maintenance lourde. Mais envoyer un prototype aussi rare dans une zone instable comporte un danger évident. Le T-14 n'est pas un char ordinaire. Chaque exemplaire représente des années de travail, des sommes colossales et une valeur symbolique immense. Le perdre, même accidentellement, serait un désastre politique. Une panne immobilisant le char dans une zone hostile, une frappe imprévue, ou simplement une image capturée par un drone adverse suffirait à transformer un programme ambitieux en humiliation mondiale. C'est pour cette raison que, selon plusieurs sources concordantes, l'Armata n'aurait jamais été autorisée à s'approcher des lignes de front. Les déplacements auraient été limités à des zones strictement contrôlées par les forces russes. Les essais auraient porté sur la mobilité, la résistance thermique et la collecte de données, mais sans exposition directe au combat. Cette prudence extrême révèle une réalité troublante. Le char est jugé trop précieux pour être risqué et trop immature pour être sacrifié au profit d'un effet tactique limité. Pendant ce temps, la guerre moderne évolue à une vitesse vertigineuse. Les drones deviennent omniprésents, capables de repérer et de frapper des blindés avec une précision redoutable. Les munitions rôdeuses, les attaques verticales et la guerre électronique transforment le champ de bataille. Dans ce contexte, l'Armata, pensée au début des années 2000, doit affronter des menaces qui n'étaient pas centrales lors de sa conception. Les systèmes actifs et les capteurs avancés sont censés répondre à ces défis, mais leur efficacité réelle reste inconnue sans engagement prolongé. Lorsque le conflit en Ukraine éclate à grande échelle,
L'absence du T-14 devient impossible à ignorer. Des centaines de chars russes sont engagés, perdus, capturés ou détruits. Les images circulent sans filtre, exposant brutalement les faiblesses des modèles plus anciens. Dans ce chaos médiatique, une question revient sans cesse. Pourquoi le char le plus moderne de l'arsenal russe n'apparaît-il pas sur ce théâtre décisif? La réponse, bien que jamais formulée officiellement, semble évidente pour de nombreux experts. Envoyer l'Armata en Ukraine n'apporterait aucun avantage stratégique significatif. Le nombre d'exemplaires disponibles est trop faible pour influencer le cours du conflit. En revanche, la perte d'un seul char, filmé, analysé et disséqué par les services occidentaux, constituerait une victoire informationnelle majeure pour les adversaires de Moscou. Ainsi, le T-14 se retrouve enfermé dans une contradiction insoluble. Trop rare pour être risqué, trop coûteux pour être perdu, trop symbolique pour être exposé. Chaque jour de guerre renforce ce dilemme, transformant ce char en une arme invisible, présente dans les discours, absente sur le terrain. Et plus le conflit se prolonge, plus une autre question devient inévitable. Que devient un char conçu pour dominer le champ de bataille lorsque le champ de bataille lui-même refuse de l'accueillir? À force de rester à l'écart des combats réels, le T-14 Armata finit par entrer dans une phase plus silencieuse de son existence. Une phase où les annonces officielles deviennent rares, où les images se font plus espacées, et où le char disparaît progressivement des discours triomphants pour glisser vers un statut beaucoup plus discret. Ce glissement ne résulte pas d'une décision brutale, mais d'une accumulation de contraintes que plus aucun communiqué ne parvient à masquer. Au fil des années, les priorités militaires russes évoluent sous la pression d'un conflit long, coûteux et imprévisible. Les ressources sont redirigées vers la remise en état, la modernisation rapide et la production accélérée de matériel déjà éprouvé. Dans cette logique, chaque rouble investi doit produire un effet immédiat sur le champ de bataille. Or, l'Armata, avec sa complexité, ses besoins spécifiques et son coût élevé, ne répond pas à cette exigence d'urgence opérationnelle. Les chaînes industrielles, déjà sous tension, se concentrent sur des plateformes connues, capables d'être réparées rapidement et déployées sans formation lourde. L'Armata, lui, reste dépendant d'un écosystème technique qui n'a jamais atteint sa maturité complète. Chaque mise à jour logicielle, chaque ajustement matériel nécessite du temps, des essais et une validation longue, autant de luxe incompatible avec un rythme de guerre soutenu. Dans les cercles militaires, le discours change subtilement. Le T-14 n'est plus présenté comme une solution immédiate, mais comme un laboratoire roulant, un banc d'essai pour des technologies destinées à être intégrées plus tard sur d'autres plateformes. Les concepts de capsules blindées, de tourelles téléopérées, de protection active et de gestion numérique du combat ne disparaissent pas, mais ils sont progressivement dissociés du char lui-même. L'Armata cesse d'être une fin en soi pour devenir une source d'expérience. Ce repositionnement permet d'éviter un aveu d'échec public tout en justifiant l'absence prolongée du char dans les zones de combat. Officiellement, il continue d'exister, d'être amélioré, évalué et étudié. Officieusement, il n'est plus considéré comme une priorité stratégique immédiate. Cette dualité alimente encore davantage le mystère autour de son véritable statut. Sur le plan international, l'attention se détourne progressivement. Les états-majors occidentaux, après avoir longtemps scruté chaque apparition du T-14, comprennent que le danger immédiat ne vient pas d'un char révolutionnaire isolé, mais de la masse, de l'adaptation tactique et de l'intégration de systèmes plus simples mais disponibles en grand nombre. Le mythe s'efface lentement, remplacé par une analyse plus froide et pragmatique. Pourtant, l'Armata n'est jamais officiellement retiré. Il continue d'apparaître lors de démonstrations soigneusement encadrées, lors d'exercices fermés à la presse étrangère et dans des séquences vidéo destinées à rappeler son existence sans jamais en révéler les limites réelles. Cette présence contrôlée maintient une ambiguïté permanente. Le char n'est ni un échec reconnu, ni une réussite confirmée. Ainsi, le T-14 Armata termine sa phase d'exploitation active sans avoir connu l'épreuve ultime qui définit toutes les armes terrestres modernes. Il n'a pas été détruit sous le feu ennemi, il n'a pas été capturé. Il n'a pas non plus prouvé sa supériorité dans un affrontement décisif. Il s'est simplement retiré, lentement, dans l'ombre des hangars et des polygones d'essai, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Et peut-être est-ce là son paradoxe le plus frappant. Conçu pour incarner la domination absolue, il est devenu un symbole de prudence extrême, un char trop précieux pour être risqué, trop complexe pour être engagé,
est trop chargé de promesses pour être abandonné ouvertement. Son histoire ne s'achève pas par une explosion ou une victoire, mais par un silence soigneusement entretenu, alors que la guerre continue sans lui.